Gouvernement remanié, gouvernement réaménagé, gouvernement revu et corrigé, gouvernement lifté, les Burkinabés se sont réveillés ce 1er juillet avec une nouvelle équipe gouvernementale à la tête du pays. Un exécutif dont la composition consacre 2 entrées, un changement de fauteuil et le président du Faso qui tient lui-même la bride pour la gestion du département de la défense et des anciens combattants. 2 entrées, dis-je, et donc 2 sorties, celle des ministres chargés dans la précédente équipe de la défense nationale et des anciens combattants d'une part et de la sécurité d'autre part. Une nouvelle équipe gouvernementale donc qui a effectué sa rentrée de classe ce 1er juillet avec, il faut l'espérer, l'ambition de relever le défi qui se pose à toute la nation, lutter plus efficacement contre le terrorisme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info consacré aujourd'hui à la situation nationale, toujours marquée par la préoccupante question sécuritaire au lendemain de la formation du nouveau gouvernement burkinabé et à la veille des marches annoncées par le chef de file de l'opposition politique. Et pour en parler, je reçois pour vous Joachim Vokouman, il est journaliste, directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je reçois également Bouraima Ouedraogo, journaliste lui aussi, directeur de publication du bimensuel Le Reporter et du journal en ligne L'Info H24. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et bienvenue sur le 138e numéro de votre émission Périscope. Nouveau gouvernement, nouveau cap pour un management plus efficace dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. C'est une question, et c'est la grosse question que l'on est en droit de se poser aujourd'hui, suite au message qu'a prononcé le 27 juin dernier le président du Faso à la nation. Alors, tout d'abord, êtes-vous satisfait de ce casting gouvernemental, Joachim Foucault? Bon, satisfait. Bon, on prend acte. Je prends acte de changement qui est intervenu. Et avec qui était attendu, hein. C'est un changement qui était attendu. Le président l'avait annoncé le 27 juin. Et les Burkinabés s'attendaient. Bon, je faisais partie de ceux qui était resté un peu sur sa faim, en espérant que lors de ce premier discours, des choses allaient être annoncées, des décisions allaient être annoncées rapidement. Bon, c'était un avant-propos, on va dire ça comme ça. Et bon, le plus important, c'était les actes qui ont suivi rapidement avec ce nouveau gouvernement. Donc, bon, on prend acte, c'est un réaménagement, ce n'est pas un remaniement en tant que tel, c'est un réaménagement gouvernemental. Puisqu'on n'y a que... c'est pas un changement en profondeur. La grosse actualité... On a sacrifié la tête qui était décriée. Voilà, qui était décriée, je pense qu'eux-mêmes se savaient sur la sellette, et que, vu ce qui s'est passé à Solan, avec l'embuscade qui a suivi, et ensuite la situation qui ne s'arrangeait pas, il faut dire les choses comme ça, bon, ils savaient bien qu'ils étaient sur la sellette, et je pense que Solan, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas officiellement qu'est-ce qui s'est passé à Solan pour qu'il y ait eu ce massacre-là en toute impunité, que les terroristes soient venus massacrer 132 personnes officiellement, revenus, paradés comme ça, comme s'ils étaient sur un terrain conquis. Jusqu'à présent, bon, personnellement, je suis encore demandeur d'explications parce que ça me paraît assez énorme. On demande tous ces explications. Il faut qu'on nous édifie sur ce qui s'est passé qui a entraîné par la suite un certain nombre donc, de réactions. Êtes-vous satisfait, Bouraima Ouedraogo, de ce casting? On a les mêmes, à part donc les 2 ministres qui étaient décriés en raison de la situation sécuritaire notamment. Enfin, j'espère que c'est la première étape des décisions que le président a annoncées parce qu'effectivement, ce réagissement ministériel, pour moi, en fait, n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la solution au problème posé en réalité. Parce que, comme beaucoup l'a dit, nous attendons tous effectivement que les responsabilités soient situées sur ce qui s'est passé à Solan, ce qui s'est passé à Foubé et ce qui s'est passé à Titao, tout ça. Parce que, en fait, tant qu'on ne situe pas les responsabilités, parce que c'est la vraie décision vient de là.
qu'on situe les responsabilités, qu'on sache ce qui s'est passé, qui n'a pas fait son travail. Est-ce que c'est au niveau ministériel? Est-ce que c'est au niveau du commandement? Est-ce que c'est au niveau du détachement? On est demandeur, effectivement, comme il l'a dit, de beaucoup de questions. Et pour moi, le fait d'avoir changé le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité n'est qu'une première étape. Et on espère bien, effectivement, qu'il y aura une suite. Parce que tant qu'il n'y aura pas de suite, on a comme l'impression qu'on a juste cassé le thermomètre en croyant faire baisser la tension. Alors, ben justement, est-ce que vous vous attendiez sur ce coup-là à ce réaménagement à minima ou espériez-vous remaniement en profondeur? Moi, j'avais espéré que pour une fois, effectivement, le président du Faso allait prendre la décision de faire les grands ménages. Parce que la question sécuritaire est tellement sérieuse et atteint un tel niveau qu'on se rend compte que ce n'est pas un ministre de la Défense ou un ministre de la Sécurité, effectivement, qui pose problème. Ce qui pose problème, est-ce que nous sommes organisés à tous les niveaux pour faire face à la menace, pour faire face à ce qui se passe sur le terrain? J'ai bien peur que non. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé à Solane, que des gens puissent se regrouper progressivement pendant 48 heures et que les gens soient régulièrement informés des rassemblements qui sont en train de s'opérer, jusqu'à ce que ces gens se rassemblent à 200 groupes, 200 terroristes pour aller attaquer Solane, et répartis comme si de rien n'était, dans un pays effectivement qui dit être gouverné, je pense qu'il y a un problème. Et ce n'est pas en sautant deux ministres qu'on résout ce problème. Ce problème est beaucoup plus effectivement profond que ça. Et il fallait faire le ménage. Parce que le ménage tient compte aussi des questions de gouvernance. Parce que là où on a des soucis effectivement avec le pouvoir actuel, c'est véritablement les questions de gouvernance. Et les questions de sécurité viennent se gréver à un problème de malgouvernance et qui fait en sorte que ça ne peut que faire davantage son lit, effectivement, au niveau du pays. On va sans doute en revenir très rapidement à Joachim Vokouma. Est-ce que ça veut dire que le grand ménage interviendra un peu plus tard? De ce qu'on savait, il y aurait un remaniement ministériel, mais qui n'était pas prévu maintenant. Sauf que les événements qui se sont produits récemment ont précipité ce réaménagement. C'était vu l'indignation générale que ça a suscité, vu la forte émotion que ça a suscité, le président ne pouvait pas rester comme ça, faire comme si rien n'était, et attendre encore tranquillement pour dérouler un calendrier qu'il avait avant pour réaménager. Là, je pense que là, c'était pour répondre à l'émotion nationale, à l'indignation nationale, et que ce réaménagement a été fait, et en prenant, c'est ça qui est à noter, qui est un fait quand même assez majeur, en prenant lui-même la défense, le ministère de la Défense, il se met en première ligne. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de fusible à sauter. Là, il est monté en première ligne. Ouais, on va parler tout à l'heure de cette situation-là. Mais juste avant de ça, est-ce que vous pensez que cette première étape, ce premier acte, est intervenu trop tard après l'attaque de Solane? Bon, on a déjà débattu de ça. Ça aurait pu intervenir plus tôt. Mais pour moi, l'essentiel, ce sont les mesures qui sont prises. Et comme disait Bourema tout à l'heure, je pense que ça, c'est une première étape. Ça, c'est au niveau politique, au niveau gouvernemental que le réaménagement a été fait. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. À l'évidence, il y a une combinaison de responsabilités au niveau du gouvernement et au niveau du commandement militaire. C'est une évidence. Donc, si des responsabilités, ou en tout cas des têtes sont tombées du côté du gouvernement, au niveau de l'armée, du commandement aussi, on s'attend, en tout cas moi je m'attends à ce qu'il y ait aussi un mouvement, qu'il y ait quelque chose. Qu'il y ait un changement. Parce que sinon ce ne serait pas compréhensible, ça veut dire que la responsabilité totale de ce qui est arrivé à Solane incombe aux deux ministres qui ont été limogés, ce qui me paraît un peu juste, un peu court comme explication. Comme explication et comme réponse. En tout cas, vous l'avez souligné tout à l'heure, la principale attraction de ce gouvernement, c'est le président du Faso qui reprend les rênes du département de la Défense et des anciens combattants, où il travaillera donc en étroite collaboration avec le colonel-major Aimé Barthélémy Semporé, nommé ministre délégué auprès de sa personne. La situation commande-t-elle donc de mettre un militaire au cœur de cette décision exécutive en la matière? Bourema Ouédraogo. C'est vrai que le président avait annoncé au début de son mandat que tant qu'il sera président, il nommerait pas un militaire au poste comme membre du gouvernement.
Mais comme on le dit, on dit chez les militaires, le terrain commande la manœuvre. Et en tant que chef suprême des armées, il s'est rendu compte que le terrain commande autrement, qui ne compose qu'avec des civils au niveau gouvernemental. Ça, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'en prenant lui-même la responsabilité du ministère de la Défense, comme l'a dit Vaucouma, il ne s'expose pas davantage quand on sait que de par le passé, il a déjà occupé cette fonction sans que les résultats n'aient été à la hauteur des attentes et qu'il a fini par céder à quelqu'un d'autre ce portefeuille. Est-ce qu'aujourd'hui, après 5 ans de direction de l'État, il se sent beaucoup plus aguerri et beaucoup plus armé effectivement pour assurer ses fonctions? Comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît les maçons et on attend effectivement ces maçons-là de pied ferme. Le fait de faire monter effectivement un colonel-major comme ministre délégué veut dire aussi, quelque part, est-ce que quelque part aussi, on n'a pas fait, comment on appelle, on n'a pas fait un peu de saupoudrage en nommant un ministre délégué qui va assurer les fonctions de ministre plein dans le travail qui va être fait. Puisqu'il est délégué à la défense nationale et aux anciens combattants, ça veut dire qu'il occupe les mêmes fonctions que le président qui est ministre de la Défense. Non, il est délégué auprès du président. Donc en fait, il est censé compléter le président dans la gestion du ministère de la Défense nationale. Mais est-ce que techniquement, on ne va pas se retrouver dans une situation où effectivement, le ministre délégué assure les fonctions de ministre plein de la Défense quand on cherche un chef d'État, effectivement, et les fonctions de chef d'État, avec toutes les occupations, ce n'est pas seulement que la sécurité, on doit gérer au quotidien l'État, on doit gérer tout un ensemble de choses, et naturellement, c'est prenant. Maintenant, en prenant sur lui-même, effectivement, cette décision, certainement qu'il a dû, on suppose qu'il a suffisamment mûri la réflexion, et qu'il s'est fixé des objectifs dont il sent qu'il est le seul à pouvoir effectivement veiller à ce que ces objectifs-là soient atteints. Les décisions seront plus diligentes et il pourra instruire plus facilement son ministre délégué. Peut-être aussi qu'à l'expérience avec les ministres de la Défense qui se sont succédés, il s'est rendu compte que le suivi n'est pas ce que lui l'attendait et qu'il s'est dit, bon, finalement, la meilleure façon de gérer les choses, c'est de les prendre en main moi-même. Et il les a prises. Il les a prises parce qu'en même temps, c'est lui qui est l'élu et c'est lui qui sera responsable, qui est d'ailleurs déjà responsable. Est-ce qu'il ne s'expose pas justement davantage en prenant les rênes du ministère de la Défense? Oui, ben, c'est ce que je disais. Bourema l'a évoqué. Peut-être il n'a pas voulu apparaître comme quelqu'un qui a renié son engagement, qui revient sur son engagement en nommant un militaire ministre de pleine fonction. Parce que là, et dans les faits, ça sera un ministre de pleine fonction. Non, il est ministre délégué. Donc, il est ministre délégué auprès du président. Il ne va pas assister au Conseil des ministres, par exemple. Ça, c'est... Si, le ministre délégué assiste au Conseil. Oui, mais les fonctions en tant que telles, c'est... On va dire, il va toujours aller voir le président pour prendre des instructions, assurer l'interface entre le terrain et puis... Donc, ce n'est pas un ministre avec ses fonctions pleines. Bon. Moi, c'est le président qui décide, hein, et puis c'est lui qui a été élu. Mais comme je disais tout à l'heure, là, effectivement, il s'est mis en première ligne. C'est lui qui est devenu ministre de la Défense. Aujourd'hui, il a enlevé Chérif Sy, qui était ministre de la Défense, et maintenant, c'est lui qui assume ça. C'est au vu des résultats qui ne sont pas probants que Chérif Sy a été limogé. Donc, aujourd'hui, demain, on espère que la situation va s'améliorer, que les attaques vont cesser, que les déplacés internes vont regagner leur domicile. Mais là, ça dépendra maintenant de sa capacité à lui, à manager toutes les actions qui vont être entreprises pour que cette situation-là redevienne normale. Tout le monde le regarde maintenant. Il n'y a plus à dire que c'est le ministre de la Défense qui est ceci, qui n'a pas pris la bonne décision, qui est incapable. C'est le président lui-même qui est en première ligne, qui est au front. Et qui doit prendre les bonnes décisions. Qui doit prendre les bonnes décisions. Si ça se passe bien, on va dire bravo. Si ça se passe mal, on va dire ah, voilà, c'est lui aussi qui a fauté, qui n'a pas été à la hauteur, qui n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Et politiquement, ça a un risque aussi. Politiquement, c'est un risque. Et parce que quand on est en première ligne et qu'on n'a pas de résultats probants, bon, vous voyez, l'opposition, toutes les interprétations, toutes qu'on appelle ça, les conclusions qui peuvent être tirées par les uns et les autres de telles situations, bon,
Mais c'est un risque. Un chef prend des risques. Un chef prend des risques, un Voilà, chef doit c'est prendre comme les ça. risques. En tout cas, c'est le colonel-major Barthélemy Semporé qui est donc ministre délégué. Il mettra en œuvre le réajustement stratégique voulu par le président du Faso dans la lutte contre le terrorisme. C'est un officier supérieur de l'armée burkinabé. Il dirigeait depuis le 5 février 2020 le Centre national d'études stratégiques en défense et sécurité. Ancien attaché de défense à l'ambassade du Burkina Faso aux États-Unis, il fut également chef de la division opération de l'état-major général des armées. Pour le chef de file de l'opposition politique, il aurait fallu nommer à ce poste un ministre d'État chargé de la guerre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du chef de file de l'opposition qui estime qu'un ministre délégué ne fait pas le poids face à la situation sécuritaire que vit le Burkina actuellement? Il faut que l'opposition mûrisse un peu. Parce que j'ai comme l'impression que ça plaisante avec ces questions-là. Quand je l'ai écouté, j'ai comme l'impression qu'on parlait d'autre chose que la question de la sécurité du Burkina Faso et des Burkinabés. Et que, en fait, les chefs de file de l'opposition gagneraient à mieux réfléchir sur certaines questions avant de faire ces sorties. Mais la situation sécuritaire est préoccupante. Oui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut élever le niveau de responsabilité. Il a vu ça où on a nommé un ministre d'État chargé de la guerre. Quand il sera président, quand il va être élu par les Burkina Faso, par les Burkinabés, il va nommer un ministre de la guerre. Mais en attendant... Mais on est en guerre. Oui, en attendant, Roch Kaboré a estimé que lui qui a été élu, il va au front pour montrer aux Burkinabés qu'il a pris toute la conscience des enjeux. De la situation. À ses risques et périls. Et qu'il endosse le costume. Qu'il endosse le costume. C'est comme l'a dit Vokuma, il le fait à ses risques et périls. Parce que, en fait, politiquement, c'est comme il a dit, c'est politiquement risqué aujourd'hui pour un chef d'État. Heureusement qu'il est à son deuxième mandat et qu'il n'aspire pas à un troisième mandat. Enfin, nous l'espérons parce que de toute façon, la Constitution l'interdit. Sinon, effectivement, politiquement, c'est risqué, effectivement, dans ce contexte, pour un chef d'État, de prendre le costume de ministre de la Défense. Maintenant, moi je dis, pour revenir à la sortie du chef de file de l'opposition, je l'ai toujours dit, c'est pas avec tout on fait de la politique. On peut faire de la politique, mais quand il s'agit effectivement de la situation dans laquelle il faut arrêter la fiction et aller sur la réalité. Alors, moi j'aurais compris, par exemple, que on puisse critiquer, si les hommes, la qualité des hommes qu'on a amenés, qu'on puisse dire, on a des choses à reprocher parce que, mais tout simplement dire que on a nommé le président du Faso a pris le poste, il a nommé un ministre délégué, nous attendons un ministre d'État à la guerre. Je crois que c'est un peu léger quand même. Vous pensez aussi que c'est de la fiction? On est quand même en guerre et la situation est assez préoccupante. Non, mais le président est monté lui-même, comme je disais tout à l'heure, au front. Donc on ne peut pas aller plus haut que ça. C'est le président qui est ministre de la Défense. Bon, ministre d'État, c'est en dessous du président. C'est quand même le président qui nomme... Ça veut dire qu'on a déjà un niveau élevé. On a un niveau très élevé. Je veux dire, on est au top là. On est au summum par rapport à ce poste. Voilà, on ne peut plus aller plus loin. Et le président qui est ministre de la Défense, qu'est-ce que vous voulez encore? Ministre d'État à la guerre, chargé de la guerre, c'est encore en dessous. Oui, mais le chef de file de l'opposition estime qu'il faut un spécialiste de ces questions pour ce poste. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, spécialiste de la guerre dans notre pays, bon, je pense aussi dans les rangs des officiers supérieurs, il y a un spécialiste de la guerre. Sur le papier, oui. Sur le papier, oui. Et puis, sachant que cette guerre-là, c'est ce que j'allais dire. Et cette guerre-là, c'est pas une guerre... Peut-être un spécialiste des questions sécuritaires et de défense. Oui, bon, M. Ousseni, comparé, c'est un gendarme qui a fait une carrière à l'ONU en tant que spécialiste de la sécurité. Bon, on a vu les... Il était ministre de la Sécurité. On a vu les résultats. Sachant que, comme je voulais dire, cette guerre-là, puisque vous avez des ennemis qui sont avec vous, c'est ça toute la complexité de l'affaire. Les ennemis qui sont avec vous, qui circulent dans la journée tranquillement, comme des bons pères de famille, et qui se transforment en monstres une fois la nuit venue ou l'heure qui suit. On peut être spécialiste de cet ennemi invisible comment? Donc, on a déjà un haut niveau de représentation par rapport à la défense. Moi, ce que j'attends, oui, c'est de voir... on se donne encore, je ne sais pas, 2-3 mois pour voir les résultats. Si les résultats sont probants, c'est à ce qu'il a dit, c'est au pied du mur
comme on apprécie le maçon. Mais bien évidemment, ces résultats ne seront pas simplement le fait de ce réaménagement gouvernemental. Il faut des actions et c'est sur ce terrain-là qu'on attend à la fois le président du Faso et le gouvernement. Mais c'est ce qu'on a dit d'entrée. On a dit que ce réagissement ministériel devrait être la première étape. Ensuite, effectivement, il y a tout un... J'ai dit que le président a aujourd'hui entre ses mains la stratégie nationale de sécurité qui a été élaborée pendant 2 ans par les experts en la matière. En tout cas, toute l'expertise que le Burkina pouvait mobiliser a été mobilisée pour l'élaboration de cette stratégie. Donc, en prenant sur lui-même de diriger le ministère de la Défense, certainement que c'est pour mettre en œuvre effectivement ce document qui lui a été transmis et qui va le dérouler aussi avec toute l'expertise requise. Sinon, effectivement, si on se limite au niveau réajustement ministériel, on n'a rien fait pour le moment. Bien au contraire, on a juste sacrifié deux individus à qui on voudrait pouvoir faire porter le chapeau de tout ce qui se passe, ce qui ne serait pas juste aussi non plus à leur égard. Mais ce que nous attendons, c'est qu'après, effectivement, et dans de meilleurs délais, effectivement, des actions fortes suivent. Et Voukouma l'a évoqué. Et après le gouvernement, il faut descendre au niveau du commandement. Il faut descendre aussi au niveau de l'organisation matérielle des troupes sur le terrain. Il faut le déploiement du matériel. On parle d'équipement. Donc il y a tout un travail, effectivement, sur lequel, effectivement, on attend le président du Faso. Et en prenant lui-même, effectivement, le poste de la défense, je crois qu'il va pouvoir superviser directement, effectivement, la gestion de toutes ces questions-là. Superviser directement. Et que, effectivement, il répondra directement aussi. Des succès, on va tous applaudir, mais s'il y a des échecs aussi, Boukman l'a dit, il n'y a pas de ministre à sauter. Ça, c'est lui-même qui devient son fusible, et peut-être qu'on n'en arriverait pas là. On n'en arriverait pas là, il faut qu'il soit dans la situation room, comme on dit, exactement, pour examiner effectivement de façon synoptique toute la situation, pour répondre. On parle de sécurité et c'est Maxime Koné qui va s'y coller, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur dans la précédente équipe, celui qui a publié en septembre 2020 un livre intitulé « Chronique sécuritaire 2019 au Burkina Faso », monte ainsi en grade et hérite d'un portefeuille plutôt sensible. Là aussi, quels devraient être ces défis rapidement? Bon, je pense qu'on connaît les problèmes auxquels était confronté le ministre Ousseini Compaoré au niveau du ministère de la Sécurité. La guerre entre les gendarmes et les policiers, ça ne finit jamais. Même entre policiers et entre les deux syndicats de policiers, les rapports avec l'administration sont exécrables. Il y a toute une procédure judiciaire qui a été jusqu'à son terme pour réintégrer des policiers qui avaient été radiés. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc, les rapports n'étaient pas très bons entre le ministre et les policiers. Donc, ça, c'est quand même déjà un gros chantier pour lui qu'il faut régler. Aussi également avec les gendarmes qu'il faut régler. Et puis aussi sur le terrain du renseignement, de la collecte d'informations. Parce que, bon, on a évoqué ça la dernière fois. Quand les militaires estiment avoir conquis une zone continue, c'est la police qui assure la maintenance, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Sauf qu'on est en face d'un ennemi qui est mobile, qui est invisible. Mais quand il revient, on peut avoir estimé que cette zone est pacifiée, alors qu'elle n'est pas pacifiée. Pendant que les militaires sont devant, des terroristes réapparaissent là où ils devraient, par derrière, et avec des armes sophistiquées face à des policiers qui sont là avec des pistolets automatiques. Avec des équipements pas adaptés. Voilà, pas adaptés. Alors la question des équipements se pose aussi cruellement au niveau de la police. Oui, ça a été évoqué. Et ça, c'est aussi sa mission, son défi aussi à lui de pouvoir régler tout ça, et évidemment en collaboration avec le ministère de la Défense et avec le commandement, au niveau du commandement de l'armée. Mais rétablir la confiance dans la troupe, ça c'est un élément fondamental. En temps normal, c'est fondamental, c'est encore plus fondamental dans un contexte de guerre comme celle que nous connaissons. Rétablir la confiance au sein de la troupe, rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, rétablir la confiance pour aller de l'avant. En fait, le nœud du discours du président du Faso le 27 juin dernier, c'est de dire qu'il faut
prendre toutes les mesures pour rétablir la confiance. Oui, rétablir la confiance, oui, mais avant la confiance, il faut effectivement qu'on revienne aux fondamentaux, que chacun sache sa place réelle, effectivement, dans tout ce dispositif. Et le rôle et la responsabilité qui sont les siens. Sinon, on va effectivement arriver à une situation où, effectivement, ça va dans tous les sens. Il a évoqué le cas de la police où effectivement on a des syndicats où c'est comme les enfants de deux femmes rivales qui s'affrontent mortellement, qui bavardent sur les réseaux sociaux. Il faut effectivement qu'on arrive on revienne aux fondamentaux, qu'on restaure l'ordre et la discipline aussi à ce niveau-là. Et que chacun sache... qu'on mette ce qu'il faut pour qu'au niveau de la police, on parle d'une seule et même voix. En fait, c'est même pas qu'on parle d'une voix, on peut parler de plusieurs voix. Sauf si, effectivement, on ne remet pas en cause, effectivement, ce qui devrait être l'essentiel. Et c'est là où, effectivement, il faut qu'on travaille au niveau des forces de sécurité intérieure pour faire en sorte qu'il y ait cette jonction nécessaire avec les forces de défense qui sont au front, parce qu'on a comme l'impression qu'on est au stade de rivalité entre la police d'une part, la gendarmerie de l'autre, les militaires... Les forces armées de l'autre. Les militaires de l'autre. Donc, on ne peut pas, dans ce contexte d'insécurité généralisée, se permettre ce luxe d'avoir des gens qui bavardent dans tous les sens au sein des forces de défense et de sécurité. Et il faut effectivement travailler à remettre de l'ordre. Est-ce que Maxime saura le faire? C'est tout le mal. Maxime connaît. Est-ce que Maxime Koné saurait le faire? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Parce qu'effectivement, s'il ne réussit pas, on va toujours avoir les mêmes problèmes qui ont valu effectivement au départ du ministre Ousseini Kompa. Parce qu'au dernier moment de sa direction de ce ministère, on sentait un monsieur qui était plus ou moins esselé, une sorte de commandant sans troupe, ou en tout cas qui bavarde seul, mais qui est totalement déconnecté de la troupe, qui ne veut même pas en entendre parler, surtout du côté de la police. Donc du coup, il faut qu'on évite d'avoir un ministre de la Sécurité qui va s'asseoir en conseil des ministres, qui discute, qui défend des dossiers, mais que la troupe ne suit pas ou ne se sent pas du tout concernée. Donc, à ce niveau-là, il y a un gros travail à faire. Un gros travail, donc est-ce que Maxime Koné saura le faire, avez-vous dit, mais est-ce que la troupe, est-ce que les autres aussi l'aideront dans cette tâche pour qu'on arrive à cette symbiose? Non, je pense qu'il faut discuter, il faut rétablir la confiance. Parce que je suis convaincu que tous les Burkinabés aujourd'hui, quel que soit le niveau où ils se trouvent, sont très préoccupés par la situation sécuritaire. Personne n'est content de ce qui se passe et tout le monde aspire à un changement rapide, à cette fin de cauchemar que nous vivons depuis 2016. Donc, c'est pareil chez les policiers ou chez les gendarmes. Si le nouveau ministre amorce la discussion, la communication avec eux, pour vider tous les contentieux qui existent entre l'ancien ministre et la troupe, je pense que ça va rétablir la confiance avec l'administration, avec le ministre et avec les policiers entre eux et avec les gendarmes. Parce que tant qu'il n'y a pas la confiance entre eux, chacun a son rôle à jouer. Hein? Chacun a son rôle. C'est connu, c'est parce que nous sommes en temps de guerre. Sinon, tout le monde connaît la loi. Les militaires sont aux frontières, les gendarmes dans la campagne et les policiers dans la ville. C'est comme ça que ça fonctionne en temps normal. Mais bon, même en temps normal, vous voyez que dans notre pays, il y a la gendarmerie en ville, hein, il y a même des casernes militaires en ville, ce qui est une incongruité en termes militaires. Mais là, la situation est encore grave. Ce n'est pas le lieu encore de chipoter sur tu marches sur mes plates-bandes. Non. Aujourd'hui, la seule plate-bande sur laquelle tout le monde doit être, c'est la plate-bande contre le terrorisme. Et c'est ce travail-là que le nouveau ministre doit faire pour ramener tout le monde sur le même plan. Rapidement. Rapidement sur cette question. Effectivement, quand on va régler la question aussi, la question de l'organisation, c'est la question de l'emplacement des casernes. Le jour où on va effectivement sortir les casernes des villes, on aura moins d'officiers en ville dans les bureaux climatisés, roulant avec les grosses 4x4. Quand ils seront dans les casernes avec les troupes, là, on aura effectivement une armée opérationnelle sur le terrain. Mais quand on va avoir les casernes en ville où les officiers roulent avec les grosses 4x4, laissant les enfants, peut-être c'est un lieutenant qui vient de sortir de formation qui dirige les troupes sur le terrain, il n'y a pas de réflexion stratégique à ce niveau. Donc,
Et c'est ça qui crée la cassure aussi avec le commandement. Il y a donc un ensemble de choses à travail mettre faire en à ce musique, niveau. à mettre en musique par le président du Faso, en sa Et certainement qualité que de cette question ministre est de la réglée Défense, dans la stratégie nationale. dans la de stratégie. défense. Voilà. Et donc, il y a un vrai travail à faire de coordination pour remettre les choses à l'ordre. En tout cas, le président du Faso a pris la parole le 27 juin dernier. Il s'est adressé à la nation. Il avait indiqué qu'il prendrait en sa qualité de chef suprême des armées toutes les mesures qu'exigent les enjeux liés à la situation sécuritaire d'ensemble pour notamment, je cite, rétablir la confiance avec notre peuple dans le secteur de la sécurité, adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain en revoyant la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie et en améliorant la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par nos troupes. Il a dit également qu'il fallait consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées, renforcer la collaboration entre les populations, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour une meilleure défense populaire de notre pays. Fin de citation. Et on peut dire d'une manière, et à vous écouter, qu'on est donc sur le chemin du rétablissement de la confiance entre le chef de l'État et les populations, alors que pourtant l'opposition maintient ses marches dites silencieuses dans les 45 provinces du pays. Oui, c'est le droit de l'opposition de manifester. Le président a demandé aux partis de l'opposition et à la société civile de surseoir au projet de manifestation parce que, mais chacun apprécie à sa manière. L'opposition a estimé que il devait continuer son projet, organiser ses manifestations. À Ouagadougou, ils ont obtenu l'autorisation du maire de la capitale, qui a donné son OK pour la manifestation, à charge pour eux d'assurer la sécurité, de ne pas salir la ville. C'est le communiqué qui a été, la lettre qui leur a été adressée. Dans les autres provinces, je crois que c'est le même processus, ils vont obtenir des droits de manifestation. Je pense que c'est un droit normal, constitutionnel, le droit de s'exprimer. Moi, ça ne me gêne pas tant que c'est dans le respect, des sécuritaires, qu'il n'y ait pas de casse. On était habitués dans les manifestations contre la révision de l'article 37. Au début, les gens avaient peur, mais avec le temps, même les commerçants ne fermaient plus leurs boutiques. Même si, avec des grosses manifestations, ils ne fermaient pas les boutiques parce que c'était bien encadré et que personne n'avait la possibilité de déraper pour aller se casser. Si c'est le cas, ils vont manifester. Maintenant, c'est aussi à leur risque. Si c'est un succès, s'ils charrient du monde dans les rues des 45 provinces, ils pourront en tirer des dividendes politiques. Mais si ça fait un flop, effectivement, là aussi, ça sera aussi un coût qu'ils vont payer tôt ou tard. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un décalage entre leur perception de la réalité et la perception qu'ont les Burkinabés qu'ils ont appelé à descendre dans les rues. Ouais. On va voir ce qui va se passer. C'est difficile de spéculer aujourd'hui. Mais je vois simplement que même dans l'organisation, il y a un peu de dissension. Tout le monde n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Il y en a qui apprécient différemment l'opportunité même de manifester. Quelqu'un comme Ablassé Ouedraogo estime qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour préparer une bonne manifestation, vu l'expérience qu'il a eue dans les manifestations dont j'évoquais tout à l'heure. Et que, donc ça, après tout, c'est leur droit. On attendra de voir au soir du 3. Mais la colère est là, la colère gronde, elle est patente, elle est visible. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent quand même montrer qu'il faudrait qu'on prenne davantage en considération leurs problèmes. Vraiment, oui. Si je veux juste oui, rapidement. Je pense que ça, ils vont peut-être revoir, ça dépend du mot d'ordre sous lequel ils vont manifester. Si c'est soutien au FDS, je pense que ça n'a plus rien à voir avec le mot d'ordre qui aurait pu être avant pour taper sur le gouvernement, dire le gouvernement est incompétent.
parce que quand même, il y a eu une réponse qui a été donnée par le chef de l'État avec le réaménagement. Et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, vraiment. De toute façon, il parle de marche silencieuse pour soutenir les forces de défense et de sécurité, bien entendu, mais également témoigner de la solidarité de tous envers et vis-à-vis des populations des zones touchées, parce que, on le constate, on ne le sent pas. Il y a beaucoup de zones, des régions qui sont sous couvre-feu ou qui sont même en état d'urgence. Et le reste du pays vit allègrement, tranquillement. Donc témoigner une sorte de solidarité pour montrer que le pays est en guerre et que c'est toute la nation qui doit se rassembler autour de ce drame. Oui, si la question de la marche, on l'a dit, effectivement, vous l'avez dit, nous sommes dans un état de droit et l'opposition, effectivement, a le droit de manifester, a le droit aussi de choisir la forme de la manifestation. Maintenant, dans le fond, ça ne nous empêche pas, effectivement, de donner notre appréciation et notre lecture et de l'opportunité ou non de cette marche. Parce que pour moi, en fait, je trouve que c'est une initiative très opportuniste, à la limite maladroite. Parce que quand on écoute le chef de file de l'opposition et les discours qu'il tient, pour quelqu'un qui dit nous allons marcher pour soutenir, comme on appelle, rassurer, en tout cas exprimer notre soutien aux populations, on se rend compte qu'il y a un discours beaucoup plus politique, des critiques de l'action gouvernementale, que effectivement. Mais c'est de bonne guerre, ça. Oui, mais on est en guerre et c'est de bonne guerre. Non, c'est de bonne guerre. Mais c'est comme je l'ai dit et je l'insiste là-dessus. Là, il faut faire aussi la nuance et la différence entre la guerre politique voilà. et la guerre que, voilà. Et c'est là, que nous devons remporter face. Et je répète, c'est pas en tout temps qu'il faut faire de la politique. Et puis effectivement, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'en politique tout est permis et que quand l'autre est en faiblesse, il faut l'exploiter forcément. Aujourd'hui, on est effectivement en face d'un pouvoir qui est en position de faiblesse. Techniquement, parce qu'au regard de la colère populaire qui monte, effectivement, l'opposition peut penser qu'elle peut surfer sur ça. En temps normal, si d'autres questions, on aurait dit effectivement, c'est tout à fait normal. Mais quand la République est menacée, quand l'État, dans ses fondements, est menacé, quand on est un acteur politique et qu'on aspire à gouverner ce pays, on fait attention aux initiatives qu'on prend. Or, j'ai comme l'impression que notre opposition ne prend pas toute la mesure de sa responsabilité sur cette question-là. Parce que le discours trahit mal, effectivement, le fait que la chose ne semble pas bien mûrie, en tout cas, ou du moins, ça trahit mal, en tout cas, une d'apparente intention politique qu'il y a derrière. Et c'est ça qui n'est pas intéressant à analyser quand on connaît la situation dans laquelle nous vivons. Deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ces manifestations, c'est que l'opposition annonce une marche silencieuse. On verra effectivement si elle pourra tenir le pari de cette marche silencieuse. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de dire qu'on va faire une marche silencieuse. Et quand on le fait, elle doit être effectivement silencieuse. Qui traduit aussi toute la responsabilité qu'on a et le sens qu'on donne aux engagements qu'on prend, aux initiatives qu'on engage. Et on attend l'opposition à ce niveau-là pour voir effectivement si la marche sera silencieuse, elle sera, comme on appelle, respectueuse de la règle du droit et on avisera. Et dernière chose, et Vokuma l'a dit, l'opposition court des risques dans cette manifestation. Un risque politique, mais un risque aussi de jouer le jeu des terroristes. Parce qu'en fait, l'action terroriste voudrait aussi qu'on divise fondamentalement la société. Est-ce que l'opposition, en prenant cette initiative-là, ne va pas enfoncer le clou et accentuer les divisions dans un contexte où on a besoin de rassurer ceux qui sont déjà en inquiétude vis-à-vis de l'inaction de l'État envers eux, parce qu'ils attendent beaucoup de choses qu'ils n'ont pas trouvées, donc de la protection, de la réaction quand ils sont traumatisés par les groupes terroristes qu'ils n'ont pas vus. Est-ce que l'opposition, en prenant cette initiative, ne prend pas le risque effectivement d'accentuer cette fracture-là? Ça aussi, c'est une énorme question. Et si elle le fait aussi, elle montrera effectivement, elle aura manqué aussi des responsabilités vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des Burkinabés, dans le contexte actuel où on est. Donc un pari difficile à tenir, mais on verra sur le terrain ce que cela donne. De toute façon, la marche est autorisée. Et comme vous l'avez dit, chacun est libre de faire les choses dans le cadre des lois et règlements. Ces marches, on le répète, visent à exprimer, selon le chef de file de l'opposition, la solidarité de son camp envers les politiques, envers les populations des zones touchées par le terrorisme et à embarquer l'ensemble du peuple burkinabé dans ce mouvement de solidarité. C'est somme toute un objectif noble,
Attendons donc de voir. En tout cas, c'est l'attaque perpétrée dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 à Solane, dans le Yaga, qui a décuplé la colère des populations. Cette colère des populations, parce que justement, au bout, il y avait 132 personnes tuées. 132 personnes tuées, 40 blessés et 7644 personnes déplacées internes, dont environ 5415 enfants, selon les chiffres officiels du gouvernement. C'est l'attaque la plus meurtrière que subit le Burkina et qui laisse beaucoup d'interrogations. D'autant que quelques jours après, le 21 juin, une équipe de la police nationale en mission de relève sur Yirgou tombe dans une embuscade sur l'axe Barça-Logo-Foubé qui fait 11 policiers tués. Et puis, 2 des soldats partis en mission de ratissage de la zone dans le centre-nord du pays meurent dans l'explosion d'un engin improvisé au passage de leur véhicule. Et c'est depuis justement que la colère gronde. On a vu Kaya, on a vu Dori, et on a vu Titao. Et le CEFOP a décidé de suspendre sa participation au dialogue politique. Le président cherche à reprendre la main pour, ainsi qu'il a dit lui-même, rétablir la confiance. Le gouvernement vient d'être remanié dans ce sens. Est-ce que pour vous, je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est une étape, quelle doit être la prochaine étape et très rapidement, vraiment? Je crois que la prochaine étape devrait être effectivement suivie aussi par des réaménagements au niveau du dispositif opérationnel sur le terrain. Quand je parle de dispositif opérationnel, c'est depuis le commandement jusqu'au détachement qu'on a sur le terrain, pour penser aussi, effectivement, repenser les missions et les stratégies des différents acteurs sur le terrain, pour l'adapter, comme le président l'a dit, aux réalités du terrain aujourd'hui. Il y a aussi la question, le président l'a appelé, repenser, en tout cas, revoir la doctrine, en tout cas, d'emploi des VDP. Effectivement, comme quelqu'un l'a dit, la doctrine d'emploi des VDP ressemble un peu à ce qu'on a vu, comme on appelle, au Vietnam, contre les Américains, la guerre populaire généralisée, où effectivement les communautés déploient, s'organisent eux-mêmes effectivement pour participer à l'effort de guerre. Et là, effectivement, c'est là où peut-être on peut donner davantage, comme on appelle, d'équipement, davantage de moyens d'action, davantage de considération au VDP dans le dispositif effectivement de lutte contre le terrorisme. Parce que par la force des choses, ces VDP qui devraient être des agents, des supplétifs des forces de défense et de sécurité, se sont retrouvés être des forces combattantes sur le terrain. Parce que c'est eux qui sont au quotidien avec les communautés. Quand on vient les attaquer, ils sont obligés effectivement de défendre les communautés sans forcément en avoir les moyens nécessaires. Et ça, peut-être que dans la réorganisation, il faut en tenir compte. Dernière chose qu'on peut attendre, et très rapidement, comme premier pas qu'on peut attendre aussi, c'est que et au niveau des populations, il faut travailler, il faut qu'il y ait quelque chose de suffisamment fort pour recréer la confiance. Et le plus rapidement serait le mieux. Parce que tant qu'on va commencer à travailler dans les coulisses et que les gens ne voient pas les résultats, ça va poser un problème. Mais s'il y a quelque chose de suffisamment fort et visible, je crois que ça peut motiver davantage les populations aujourd'hui à se dire « Ah, l'État est de retour, donc on peut effectivement faire confiance, on peut s'engager. » Parce qu'autrement, aujourd'hui, l'État est ce qui manque le plus effectivement aux communautés dans les zones touchées par l'insécurité. Alors, il faut recréer la confiance, rétablir la confiance, mais pour rétablir la confiance, il faut des actes, il faut des actions. Est-ce que maintenant qu'on a passé cette étape de réajustement gouvernemental et qu'on a donc éjecté les 2 ministres dont l'opposition et certaines organisations de la société civile demandaient la tête ont donc été éjectées, quelle doit être selon vous la prochaine étape? Bon, l'opposition avait même demandé le Premier ministre. Oui, tout à fait. Donc, ils ont obtenu le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Bon, 2 sur 3. Voilà, 2 sur 3. Ils avaient demandé juste le Premier ministre et le ministre de la Défense. Donc, on leur a donné la tête du Premier ministre de la Défense et du ministre de la Sécurité. Bon, voilà. Bon, donc, ils ont eu 2 têtes. Oui, bon. tout à fait. Ouais. Mais il a évoqué tout à l'heure, et le président là aussi l'a évoqué dans son discours. Je crois que la doctrine d'emploi des VDP, moi j'attends de voir un peu ce que ça va changer. Quand on regarde la loi sur les VDP, il y a beaucoup d'insuffisances par rapport à leur comportement sur le terrain. Ils accomplissent des missions qui n'étaient pas prévues. Donc, soit on les ramène, on dit non, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé, soit on dit, on prend acte
de ce qu'ils font sur le terrain, de l'utilité de leur présence sur le terrain, et en ce moment-là, on réadapte la loi pour prendre en compte ce qu'ils font et leur statut. Ça me paraît fondamental parce que dans tous les endroits où il existe des VDP, on voit bien qu'ils font du très bon travail. En termes de renseignement, ce qui fait qu'ils sont aussi devenus une cible. Ils sont devenus une cible des terroristes. Et malheureusement, ils n'ont pas les mêmes équipements pour se défendre. Et ils deviennent des proies faciles face aux terroristes. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut corriger? Et il faut aussi très vite corriger, dans le même paquet, le fait que le ministre de la Sécurité, le sortant, dit qu'il y en a qu'on ne reconnaît pas. Oui. Alors, bon, sur ça, moi, je comprends sa position. Parce que, effectivement, les VDP sont sous la responsabilité du ministère de la Défense. Ils sont répertoriés, on les connaît. Maintenant, s'il y a des VDP qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas reconnus officiellement par le ministère, effectivement, quand ils posent des actes, le ministère ne peut pas se sentir responsable de ce qu'ils font. C'est une évidence. Cela ne veut pas dire qu'il faut nier le travail qu'ils font. Comment on peut mieux les organiser, peut-être en augmentant le nombre par village ou par secteur ou par région, puisque c'est sérieux de cette manière-là, pour leur donner plus de volume à leurs troupes, avec plus de moyens, pour qu'ils fassent le travail de façon convenable, parce que à l'expérience, ils sont devenus indispensables. On ne peut plus se passer d'eux dans cette guerre qui nous est imposée. Oui, rapidement. Oui, en fait, il y a deux. Effectivement, l'expérience semble faire des émules au niveau des communautés, qui ont compris effectivement qu'au lieu d'attendre que l'État déploie des forces de défense et de sécurité pour venir nous secourir, on peut s'organiser nous-mêmes. Et qu'en plus des VDP officiellement engagés par l'État, en tout cas qui sont reconnus par l'État, dans certains villages, les gens ont commencé à s'organiser, à acheter les armes. On suivait des témoignages où des VDP, des gens disaient que nous avons vendu nos chèvres pour acheter des armes pour défendre nos communautés. Ça pose aussi le problème de la circulation des armes. Ils les ont achetées où, ces armes? Ça pose aussi... Là aussi, c'est toute la question. Si les terroristes ont pu acheter les armes, c'est tellement aussi qu'il y a un marché aussi des armes. Sans compter que ces individus armés non identifiés peuvent se faire passer pour des volontaires pour la défense de la patrie et on ne maîtrisera plus rien. Ouais, c'est là où il y a tout un travail, effectivement, quand le président l'a annoncé, de repenser la doctrine d'emploi des VDP. Nous avons pu, dans ce pays, effectivement, créer les comités de défense et de défense de la révolution dans tous les 8000 villages de ce pays, à un moment où on n'avait même pas la technologie de l'information et de la communication, on n'avait pas de voie d'accès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fonction des zones, on peut aussi effectivement réorganiser ça et pouvoir contrôler. C'est toute une question, pour moi, d'organisation et de méthode avec un leadership éclairé au sommet. Si on a tout ça, on règle les questions. Mais il ne suffit pas de dire, on ouvre, tout le monde peut s'équiper, tout le monde peut devenir VDP, tout le monde peut acheter des armes. Et là, une fois qu'on aura fini de lutter contre les terroristes, on va lutter contre nous, on risque de s'affronter les uns contre les autres. Oui. Donc il faut travailler effectivement à faire en sorte que nous puissions sortir effectivement de cette lutte contre les terroristes en restant un État organisé et structuré depuis le sommet jusqu'à la base. La question du commandement est cruciale, la question des troupes est importante, la sécurité intérieure aussi, les volontaires pour la défense de la patrie également. Finalement, tout est important et il faut aller sur tous les chantiers en même temps pour rétablir cette confiance et commencer à inverser la tendance. Mais il y a aussi l'épineuse question des personnes déplacées internes, 1,2 million à ce jour. Dans sa vision, le président du FASO a d'ailleurs indiqué qu'il prendrait également toutes les mesures nécessaires pour, je cite, maintenir un niveau de prise en charge des personnes déplacées internes pour qu'elles puissent vivre dignement en attendant leur retour dans leur zone d'origine. Alors, très rapidement, là aussi, comment vous jugez la gestion de ces personnes déplacées internes? Quelle devrait être la priorité à leur endroit? Bon, la priorité, c'est de tout faire pour qu'ils repartent chez eux. Moi, j'ai discuté avec certains à l'Est. Ce qu'ils veulent, c'est repartir chez eux.
Ils ne peuvent pas repartir chez eux tant que les zones ne sont pas sécurisées. Non, évidemment. En attendant que ça arrive. Voilà, en attendant que ça arrive, bon, c'est mobiliser la solidarité nationale pour que on trouve le moyen de venir en aide à ces déplacés internes qui vivent dans des conditions très difficiles, surtout avec les pluies qui commencent la saison qui commence à s'installer. Certains sont à l'air libre. Je salue au passage le travail des ONG, des associations humanitaires qui sont avec eux et qui travaillent pour les mettre dans des conditions, disons, amoindrir un peu leur souffrance. Voilà. Mais leur objectif, c'est repartir chez eux. Repartir chez eux, reprendre leur activité. Et c'est là toute la complexité. Parce que ces villages qu'ils ont quittés, ils sont occupés. Ils sont occupés par les terroristes. Oui. Et donc l'action prioritaire, c'est évidemment chasser ces terroristes-là, sécuriser les zones avant que les populations ne puissent regagner leur village et puis reprendre leur activité. Si vous me permettez, il y a aussi, ça n'a pas été évoqué dans le discours du président, je pense qu'il faut qu'on améliore aussi la communication autour de cette guerre. Jusqu'à présent, je ne vois pas une vraie politique de communication autour de cette guerre. Quand tu cherches l'information, c'est compliqué. Vous avez vu ce qui s'est passé à Solane? Il y a des confrères qui ont publié des informations qui n'étaient pas vraies, qui étaient fausses, ils ont été sanctionnés, mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Quand tu tapes là où tu tapes à la porte, là où tu penses être la meilleure porte, ça ne s'ouvre pas. Tu tapes à la deuxième porte, ça ne s'ouvre pas. À un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu fais avec les informations que tu as. Or, on sait bien que dans un contexte comme ça, l'information aussi, c'est une arme de guerre. C'est une arme et donc il faut savoir la manipuler aussi. Absolument. Bon, moi, je suis un peu navré chaque fois de voir les communiqués pour dire on va faire un ratissage, c'est en cours. On n'a jamais d'ailleurs les résultats de ces ratissages-là le plus souvent. Et donc, on est toujours à la remorque des terroristes. C'est eux qui imposent leur tempo. C'est eux qui imposent leur rythme. Qui dictent et le nous, tempo. on court après pour éteindre l'incendie. Donc il va falloir anticiper, il va falloir agir. Absolument. Et ne pas attendre de réagir. Absolument. Exactement. L'une des points, des priorités dans l'organisation aussi, effectivement, de la riposte, ou en tout cas, ce qu'on attend aussi, effectivement, c'est que ce côté-là, la communication des crises soit suffisamment améliorée. On a comme l'impression que, en fait, l'État, en tout cas, les gouvernants n'ont pas encore pris conscience que dans ce contexte-là, il doit y avoir une information qui doit parvenir aux citoyens. Et que la mobilisation populaire, la mobilisation sociale autour de leur action dépend de notre capacité à leur fournir des informations qui soient suffisamment crédibles et réelles. C'est d'ailleurs même pour les permettre de se protéger et de pouvoir contribuer. Parce que si les gens n'ont pas l'information, comment voulez-vous qu'ils fassent confiance? Alors peut-être que c'est ce que vous avez envie de dire au président du Faso, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On est dans une crise sécuritaire exacerbée, une crise humanitaire, cherté de la vie, avec cette valse des étiquettes des produits de grande consommation, notamment, vous avez vu jusqu'aux condiments qui deviennent très très chers, de nombreux scandales de corruption, de mauvaise gouvernance aussi, qui sont dénoncés. Comment vous voyez la perspective? Et pour terminer, qu'aimeriez-vous dire ou demander au président du Faso, si vous étiez en face de lui? Là, rapidement. Si je dois parler au président du Faso dans cette situation, de lui demander de faire vraiment de prendre le temps de faire le ménage qu'il faut. On n'a plus le temps, on n'a pas le temps. Non, de prendre le ménage. Il faut qu'il aille vite. Il faut qu'il aille vite. Le ménage là, ça va vite. Parce que si on enlève ceux qui bloquent, si on fait toute la lumière, on règle les questions de malgouvernance. Parce que dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas lutter efficacement contre la sécurité si on ne lutte pas contre la corruption. Si on ne fait pas attention si on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on va continuer effectivement à faire de la gabégie au sommet de l'État, à encourager, à protéger des acteurs qui sont suspectés de liberté ou d'écart avec les règles de bonne gouvernance, on ne peut pas effectivement mobiliser toute la communauté nationale pour la lutte contre. Donc il faut aller vite et faire le ménage. Afin qu'on puisse gagner. Il faut aussi, je ne peux pas ne pas plaider notre cause. Si on veut effectivement que nous participions à cet effort de guerre, il faut créer les conditions aussi pour engager les médias effectivement dans cet effort de guerre en leur permettant d'avoir accès à l'information, je dirais pas en temps réel, mais au moins à bon temps. À bonne heure. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous direz au président du Faso? Quitte à peut-être à me faire
interpellé, mais je dirais que nous sommes dans une situation exceptionnelle, grave. Moi, j'attends qu'il assume son rôle en tant que chef de guerre dans une situation exceptionnelle et qu'il prenne des mesures exceptionnelles, quitte à enjamber des procédures, quitte à ne pas respecter certaines procédures. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le résultat. C'est le résultat qui m'importe. Il faut aller au charbon, il faut faire ce qu'il faut pour qu'on sorte de ce bourbier. Absolument. Toutes les mesures qui peuvent être prises et appliquées rapidement, sont les bienvenues. Et moi, qu'il faut passer par tel cheminement avant d'arriver. Si ça doit prendre 2 jours, alors qu'on peut le faire en une demi-journée, quitte à brusquer certaines personnes, ben, il faut qu'il le fasse parce qu'après tout, c'est lui le chef. C'est lui que les Burkinabés ont élu. Et quand vous entendez, quand les gens parlent, personne n'incrimine le Premier ministre, ni le ministre de la Défense, ni le président. C'est lui le chef, il faut porter le costume et aller au charbon, il faut faire le ménage pour nous sortir du bourbier. Les gens attendent et je crois que rétablir la confiance passe également par là. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 138 qui recevait pour vous Joachim Vokouma. Il est directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net. Merci pour vos éclairages. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Bourima Ouidraogo, journaliste lui aussi, directeur de publication du bimensuel Le Reporter et du journal en ligne L'Info H24. Merci pour vos éclairages. C'est Philippe Barrault que je remercie qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope avec la complicité de toute l'équipe technique de Burkina Info. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. N'oubliez pas, prenons soin les uns des autres et prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.